Bonjour, alors aujourd'hui je vais vous lire un extrait de Bien sûr, nous eûmes des orages d'Anthony Citruc, collection Jaune Cruel de chez Popcard Factory. Chapitre 1. Burk, il me fit, et dans un premier temps il n'ajouta rien, se contentant de regarder le corps en hochant la tête. Il avait beau être comme mon fils, je détestais quand il s'agitait ainsi, en me prenant pour un demeuré, quand il prenait ses grands airs, qu'il donnait l'impression d'avoir 10 ans de plus que moi, d'être l'adulte. Quel cinéma! Chaque fois j'en restais sidéré. À croire qu'il la voyait nue pour la première fois. Burk, Burk. Tu vas répéter ça combien de fois? Non mais elle pue, papa! Ça schlingue vraiment là! C'est quoi cette odeur de pourri? On dirait des pieds. Parle autrement, tu veux? Ça reste ta mère, je te rappelle. Il détourna les yeux de ceux entr'ouverts d'Anna, et, la lèvre inférieure en avant, m'examina de son air supérieur, contracté, celui qu'il avait déjà à l'âge de 4 ans, quand il n'avait pas ce qu'il voulait et que des larmes de colère n'allaient pas tarder à baigner ses joues. Je le connaissais, à force. Il était moins impénétrable qu'il le croyait. Je l'avais élevé, somme toute. Mais comment tu peux dire ça? Que tu le veuilles ou non, c'est ta mère, c'est elle qui t'a donné le sein. Quand même! Quentin, quand même quoi? Je balançai en mimant des guillemets de mes doigts. Quand même quoi? Il ne répondit pas, mais ses yeux restèrent secs. Je savais que j'en demandais trop, je le savais. Je m'en rendais bien compte. J'oubliais parfois qu'il avait 14 ans. Il ne s'agissait pas qu'il nous attire plus d'ennuis, qu'il explose à nouveau, qu'il se réfugie chez les voisins en me pointant du doigt comme il l'avait fait à la dernière engueulade. J'en avais encore la chair de poule. Quand même, qu'est-ce qu'on va faire d'elle? Rien, je crois. Que veux-tu qu'on fasse, hein? Qu'on appelle quelqu'un? À qui voudrais-tu t'en remettre en pareil cas? Je demandai, craignant qu'il ne veuille prévenir son père. En qui aurais-tu suffisamment confiance? Mais on ne peut pas la laisser comme ça. Sur ce point, je ne lui donnai pas tort. N'importe qui pouvait la voir. Nous n'étions pas à l'abri d'un cambriolage, ni d'une visite impromptue. Puis nos invités n'allaient pas tarder à débarquer. J'avais tendance à oublier quel jour nous étions. Anna m'en parlait encore la veille, pourtant, de sa soirée, de ses convives, de ses petits fours, de son saumon. Ce qu'elle avait pu me casser les couilles avec ça. Trop tard pour annuler. J'entendais déjà Iris, notre gouvernante, organiser le salon en bas, disposer les plats, les couverts, déplacer les fauteuils, épousseter les tapis. J'allumai une clope, regardai la pendule au-dessus du lit. Elle n'allait pas faire long feu non plus, celle-là. Je n'avais jamais compris ce qu'Anna trouvait à ce gros machin affreux, sans compter le boucan du tic-tac qu'elle n'entendait pas grâce à ses boules quiesces et qui persistait malgré cette fameuse nuit où j'avais balancé ma pantoufle en plein dans le cadran. Certaines choses ici allaient changer. Maintenant, il était temps. Je lui dis de m'aider à la descendre au sous-sol de la maison, qu'elle y serait mieux, plus au frais, que ce serait désormais là sa place. Mais je me rendais bien compte que c'était peine perdue et que j'allais devoir m'occuper d'elle tout seul. Lui restait figé, en retrait. Anna n'avait pas grossi avec le temps, malgré l'âge, malgré les grossesses. Elle ne semblait guère excéder les 48 kilos. Sans compter la déshydratation qui lui en avait fait perdre un ou deux. La soulever ne serait pas trop difficile. Mais son corps s'était déjà rigidifié. Allongé de son côté du lit, son verre d'eau à portée de main, sur la table de chevet. Elle gisait les jambes tendues, les bras fléchis, aussi peu manœuvrable qu'un mât arraché au reste d'une épave et rejeté sur la plage. Je savais que je n'aurais jamais dû attendre autant avant de m'en préoccuper, mais je voulais juste la garder près de moi, une dernière fois, profiter d'elle encore un peu. Merde, c'était quand même ma femme. Un mari a le droit de faire ces choses-là. Je regardais Quentin. Je ne pouvais pas lui avouer un truc pareil. Il en aurait dégobillé dans les draps. Depuis quand? Il demanda, à croire qu'il lisait dans mes pensées. Quoi, depuis quand? C'est arrivé quand? Cette nuit, on va dire. On va dire? J'en sais rien, Quentin, merde. T'en as d'autres? Des questions à la con comme ça? Et je voyais bien qu'il hésitait, qu'il allait me sortir une énormité dont il avait le secret. Il avait toujours eu le don pour poser la mauvaise question au mauvais moment. C'était dans sa nature. Anna était comme lui, plus jeune, toujours à foutre les pieds dans le plat, à crever l'abcès, comme elle disait.
Ça lui était passé avec le temps, grâce à Dieu, et dans son état, ça ne risquait plus de la reprendre. Ce n'était pas ce qui chez elle me manquerait le plus. C'est toi? Bonne question. Il faut croire, je suppose que oui. Tu supposes? Qui veux-tu que ce soit? Iris? Il s'abstint d'en dire plus. Il n'allait pas tarder à se murer dans le silence pendant 2 ou 3 jours, comme à chaque contrariété. Il lui fallait juste donner le change, ce soir-là, devant les invités, mais pour ça je pouvais lui faire confiance. C'était un bon garçon. Je n'avais pas à m'en faire. Les différentes engueulades auxquelles il avait assisté lui avaient servi de leçon, lui avaient raffermi la peau. Il savait que tôt ou tard nous en serions arrivés là. On le voyait venir. Ce n'était pas lui qui m'inquiétait le plus. Tu fumes dans la chambre? Il dit, faisant référence à sa mère qui clopait comme un pompier, mais ne supportait pas la fumée des autres. Qui va m'en empêcher maintenant? Je profitai de ce qu'il opina. Dans le placard de l'entrée, tu trouveras 2 gros rouleaux de gaffers. Apporte-les-moi, s'il te plaît. Il s'exécuta. Le mieux, dans les jours suivants, serait de l'occuper, qu'il pense à autre chose. Il devait digérer la nouvelle. Ça risquait de prendre quelque temps. Ils partageaient beaucoup, tous les deux. Les voir ricaner en se lançant des coups d'œil à table, se taper dans la main, échanger des messes basses, me remplissait de joie et de fierté. Il s'en fallait de peu que je bénisse le ciel, les genoux au sol, pour la précieuse complicité qui les unissait. C'était à vous fendre le cœur. Pendant qu'il fouillait le placard, j'en profitai pour défaire la housse du matelas et envelopper le corps d'Anna. Seul le visage demeurait à l'extérieur. Je ne pouvais pas me résoudre à le couvrir si vite. Belle comme elle était, j'avais du mal à croire qu'elle ne partagerait plus mon lit, qu'elle ne s'enroulerait plus dans la soie anthracite de ces draps que nous avions choisis ensemble. Je la regardais, sa peau n'avait même pas commencé à parcheminer. On en était encore loin, et on l'aurait même cru qu'elle finirait par se réveiller d'un moment à l'autre, que nous n'en avions pas tout à fait terminé, que les entailles laissées dans mon dos ne seraient pas les dernières. Seule la température de son corps, dorénavant en équilibre avec celle de la pièce, me rappelait son état. Et l'odeur aussi, bien sûr, écœurante, tenace, qui avait eu quelques heures pour imprégner les murs, les rideaux. Quentin revint, un rouleau dans chaque main. J'aperçus aussi une paire de ciseaux qui dépassait de sa poche. Brave gosse, il pensa à tout. Avant de couvrir son visage, qui prendrait bientôt une inquiétante coloration cendrée, il semblait de ma responsabilité de dire un dernier mot, de lui expliquer tant bien que mal la situation et comment nous avions pu en arriver là. Il me semblait le lui devoir. C'était le moins que je puisse faire, après tout. Je n'avais pas le choix, tu comprends. C'est comme dans la chanson, un trou noir de plus dans cette romance en forme de passoire. Tu saisis ce que je veux dire? Quentin tourna la tête vers moi et m'interrogea du regard en plissant les yeux. Moi-même, je ne saisissais pas tout, j'improvisais. Avec elle, la plupart du temps, on se sentait moins seul. On avait l'impression que ce triste monde ne s'arc-boutait plus sur nos seules épaules, qu'il nous laissait un instant de répit, et on choisissait d'autres pour la soirée, pour la semaine. Mais parfois ce n'était plus possible. Il fallait bien que ça explose, et ça, j'ajoutai en haussant les épaules, ce que tu vois là, si tant est que j'en sois le responsable, il faut croire que c'est tout ce que j'ai trouvé pour nous éviter le pire à nouveau. C'était elle ou moi, rien de moins. Il ne broncha pas. C'était le genre de chose qu'il était en âge de comprendre, il me semblait. Je balançai la clope dans le verre d'eau. Au moment de me pencher vers Anna pour l'embrasser une dernière fois et lui couvrir le visage, j'entendis Quentin dans mon dos fredonner quelques mots sur un ton monocorde qui ne m'était pas totalement inconnu, comme sorti des tréfonds d'une mémoire encombrée de turpitude. C'était la première fois que je l'entendais prier. J'ignorais même qu'il pouvait croire en quoi que ce soit, alors l'entendre s'adresser à Dieu. Je ne bougeai plus et attendis quelques secondes. J'ignorais d'où il sortait un truc pareil. Je n'y connaissais pas grand-chose, je ne me souvenais même pas de ma première communion, ni même d'être un jour entré dans une église. J'avais dû désapprendre tout ça, me purger l'esprit, me limitant à de vagues expressions, des bons Dieu, des grâces à Dieu, des si Dieu le veut, qui me sortaient d'on ne savait où. Pourtant il me semblait aussi que ces choses-là se devaient d'être respectées, et s'interrompre d'elles-mêmes, alors j'attendis. Mais quand même, le temps pressait.
Écoute notre prière, toi qui nous as donné la lumière du jour, qui nous as fait non pour la mort, mais pour la vie. Accorde à cette femme qui nous quitte aujourd'hui la vie en plénitude près de toi. Quentin, je finis par dire, je te prie pour ceux qui sont aujourd'hui dans la peine. Sois, Seigneur, leur courage et leur force, qu'ils mettent leur espérance en toi, qui as vaincu la mort et qui donne la vie. Quentin, merde! Nous te prions pour tous ceux que la vie a durement éprouvés, dans leur cœur ou dans leur corps. Accorde-leur, Seigneur, la force de vivre et le courage de lutter. Quentin, il... Prends pitié d'eux, Seigneur, et aide-nous à trouver l'espérance. Amen. Quentin, il est temps. Amen. Ouais, bon. Il confirma d'un mouvement du menton. Pas la peine de lui demander de m'aider à porter le corps de sa mère. Il n'aurait pas tenu le choc. J'allais devoir me débrouiller seule pour la descendre au sous-sol. La dernière fois que je l'avais portée, c'était pour franchir la porte de cette grande maison que nous venions d'acheter. C'était un jeudi que nous l'avions achetée. Cette baraque, c'était hier. J'étais fascinée par ces murs en chrome et beau sculptés, et par cette structure de verre. À l'extérieur, comme une serre, un endroit idéal pour baiser, dans lequel nous avions foutu le boxon et qui n'avait pas tenu longtemps le coup. La trimballer, cette fois, risquait d'être bien plus difficile, et je la décollais du matelas avec délicatesse. Quand j'avais rencontré Anna, c'était déjà ce qu'on pouvait appeler un petit modèle. Elle n'était guère épaisse. C'était ce qui m'avait immédiatement plu chez elle. Ses jambes fines, moulées dans des jeans cintrés, sa poitrine légère décorée de 2 minuscules mamelons, son tout petit cul auquel je m'agrippais la nuit. Les dernières heures ne l'avaient malheureusement pas arrangée. Mais même ainsi, même avec cette marque sur le cou, je la trouvais sexy, bandante. La voir presque nue dans mes bras, simplement couverte d'un drap, ne me laissait pas insensible. La semaine précédente, on se galochait encore comme des lycéens. Quentin ouvrait la marche, tenait les portes, m'aidait comme il pouvait dans les escaliers. Chaque pas était un supplice pour mon pauvre dos. Son corps trop rigide, sur le point de rompre à tout instant, et moi-même à 2 doigts de lâcher prise. Et je ne comptais pas les fois où son crâne heurtait un mur, effritait un encadrement de porte, cognait la rampe métallique des escaliers. Heureusement, il y avait longtemps que son sang ne circulait plus. Aucune chance de saloper les tapis. Arrivé au milieu des marches, je m'arrêtai, immobile, tel le funambule sur sa corde, et tendis l'oreille un instant. Il y avait comme un air que je connaissais, que j'aurais pu fredonner dans une autre situation. C'est Iris qui avait dû brancher la radio quand j'étais montée plus tôt avec Quentin. J'ignorais quelle fréquence elle avait pu choisir, mais c'était bien Johnny Cash que j'entendais au rez-de-chaussée, tandis qu'elle raclait les vitres. J'en eus des frissons dans la nuque. Cette voix endeuillée, ces accords dépouillés, qu'il jouait encore quelques mois avant de rejoindre sa belle au paradis des cow-boys, étaient comme des caresses au bout des doigts. Brusquement, les larmes me montèrent aux yeux. Quelle station pouvait bien diffuser ça, un après-midi de réveillon? À l'heure où l'on préparait une dinde, une bûche, ou je ne sais quoi, à croire qu'il restait quelques inconscients suicidaires sur les ondes, que tout n'était pas parti à volo. L'idée me fit sourire, retrouver quelques secondes foi en l'humanité, et je poursuivis ma descente. Mon dos me faisait souffrir le martyre, j'étais ensuqué, à 2 doigts du tour de rein, et Anna, déjà au cours de sa vie, ne s'était jamais montrée d'une grande aide. Mais la musique qui volait de l'enceinte à mes oreilles permettait de supporter bien pire. Quentin ouvrit la porte qui donnait sur le sous-sol, appuya sur le bouton de l'interrupteur, puis recula pour me laisser le passage. Il n'osa toucher le drap, ni ce qu'il contenait. Plusieurs fois je le vis lever la main pour m'aider, puis la ramener aussitôt le long de son corps. Il restait secoué par ce qui venait d'arriver. Ce n'était pas simple à digérer à son âge, mais je savais. Je savais qu'il s'en sortirait, et qu'un jour ou l'autre il comprendrait. Petit, il m'impressionnait déjà. Entre lui et moi, il n'y avait pas eu besoin de coup d'œil, ni de complicité. Je l'aimais comme si c'était mon fils. Je l'avais su à la seconde où je l'avais rencontré, un matin, dans la cuisine de l'appartement où il vivait avec sa mère. J'en étais là de mes réflexions, en haut des escaliers, bercé par la voix rocailleuse de Johnny Cash, lorsque mon pied glissa sur la première marche, et que, m'envolant, pour retomber illico, je me fracassai le coccyx sur l'arête grossièrement bétonnée de la deuxième. Le choc fut terrible, immédiat, aussitôt suivi d'une souffrance vive, brutale et aveuglante, qui m'étreignit et se répandit le long de ma colonne vertébrale pour mieux grésiller dans mon crâne soudain assiégé.
Je me contorsionnais sous la douleur, incapable d'ouvrir les yeux, de prononcer un mot. Et comme un couronnement à ces répugnantes dernières heures, je constatais que j'avais encore le drap housseux entre les mains. À croire que le sort s'acharnait, que quelqu'un là-haut se payait ma tête, que perdre Anna n'était pas un chagrin suffisant. Je finis par lever les yeux vers Quentin, qui observait le corps nu de sa mère ricocher lentement sur les marches abrasives et s'étaler en travers de la dernière. Alertée par ce boucan, Iris avait surgi derrière lui, engoncée dans sa vieille robe noire, les cheveux tirés en arrière, le chignon impeccable, portant encore le deuil de son vieil époux. Elle ne disait rien, me regardait simplement, les lèvres légèrement étirées, comme elle avait l'habitude de le faire depuis 5 ans qu'elle vivait là, avec nous. Moi, je restais assis tout en haut, immobile, foudroyé, la tête en l'air, attendant que la douleur s'estompe. Dans un film, on aurait fait des caisses. La chute se serait entendue à des kilomètres à la ronde. Là, le plafond n'avait pas bougé, ne s'était pas même effrité suite au choc. Le papier peint ne s'était pas décollé des murs, ni les vitres de la maison brisées. Somme toute, nous n'étions pas dans un film. Pas la peine d'en rajouter. Le flash info succédant à Johnny Cash et m'apprenant la mort de René Jean me cueillit ainsi à froid, dans cette posture ridicule. Je dressai l'oreille, mais l'annonce fut concise, concrète, vite remplacée par la voix d'un de ces chanteurs modernes dont j'ignorais tout. Je ne sais pas pourquoi cette nouvelle épouvantable m'était tombée dessus ce jour-là, moi qui aurais donné 10 000 vies pour avoir écrit un de ces livres. Je regardai à nouveau le corps nu d'Anna, gisant en bas des marches, désarticulé comme dans une peinture d'Autodix. Ce n'était pas le bon jour pour entreprendre pareille manœuvre, il faut croire. Voilà l'extrait terminé. Je vous remercie de m'avoir écouté. Pour lire la suite, n'hésitez pas à vous procurer le roman de Anthony Citruc. À bientôt!